Précédemment, nous avons montré que lorsqu'on interroge les gens à propos de ce que représente pour eux l'égalité homme-femme, l'enjeu principal est localisé dans le domaine professionnel. Nous intéressant spécifiquement au domaine professionnel en matière d'égalité entre les sexes dans la suite de nos travaux, nous avons également pu mettre en évidence des variations sexuées dans la représentation sociale de la réussite professionnelle auprès des agents des collectivités territoriales et d'étudiants en sciences de gestion. Nous avons notamment montré que la notion de compétence n'est spontanément évoquée que par les jeunes hommes étudiants et non pas par les jeunes femmes, avec l'expression inductrice « la réussite professionnelle ». De même, la compétence apparaissait dans la représentation sociale des agentes et des agents de la filière technique, qui, rappelons-le, est connotée de façon masculine, mais pas dans celle des agentes et des agents de la filière administrative, qui, eux, appartiennent à un domaine professionnel féminin. De plus, la référence à la compétence était absente de la représentation sociale des agentes et des agents qui avaient un statut hiérarchique supérieur, soit de catégorie A, ou qui présentaient une identification aux stéréotypes de genre de profil féminin. Et si l'identification aux stéréotypes de genre a bien eu un effet sur l'évocation de la compétence auprès des agentes et des agents, nos résultats n'ont montré aucune variation selon le genre auprès de la population étudiante interrogée. Ainsi, nous nous interrogeons maintenant sur cette notion de compétence. Que représente-t-elle pour les agentes et les agents de la fonction publique territoriale ? Dans le domaine professionnel, le concept de compétence a remplacé celui initial de qualification. Le passage de la notion de qualification à la notion de compétence est lié à l'accélération de la transformation des situations de travail qui nécessite maintenant une plus grande adaptabilité ou flexibilité du fait notamment de l'évolution rapide et continue des moyens de communication comme outil de travail. Si la qualification était mesurable et hiérarchisée dans des grilles de rémunération et des fiches de poste établies, la compétence est beaucoup plus difficile à opérationnaliser, car il s'agit d'une inférence causale interne. En effet, la compétence est attribuée à quelqu'un par quelqu'un d'autre, un professeur à un élève ou un manager à un subordonné. La compétence est inférée de la performance réussie par l'attribution de la réussite de l'action à un facteur interne, dispositionnel, de l'acteur par l'observateur. La compétence serait alors le fruit d'un construit cognitif et d'un rapport social. Le modèle standard le plus utilisé est le modèle en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Ce modèle demeure très utilisé et constitue le plus souvent la première base d'échange. Selon ce modèle en 3 dimensions, il faut distinguer les savoirs, soit l'ensemble des connaissances mémorisées d'ordre général ou spécialisé. Il s'agit des connaissances acquises par l'éducation formelle et la formation initiale ou continue. Les savoir-faire, soit les connaissances procédurales mémorisées qui décrivent un déroulement d'action pour atteindre un but, mémorisé sous forme de règles. Il s'agit des expériences et pratiques maîtrisées. Et enfin, les savoir-être ou savoir-faire relationnel, soit l'ensemble des conduites qui permet une adaptation à la situation. Cet ensemble est particulièrement mal défini dans les modèles et sert de fourre-tout pour ce que ce modèle ne permet pas d'expliquer. C'est dans cette catégorie que sont reportées en particulier les qualités personnelles socialement acquises. Certains auteurs mettent ces modèles statiques en perspective avec une approche centrée sur les traits de personnalité et sur les aptitudes. Ceci, en lien avec le processus d'attribution causale et la division sexuelle du travail, laisse entrevoir l'éventualité de l'intervention des stéréotypes de genre et des rôles sociaux sexués sur les attributions réalisées par les évaluateurs de la compétence. En effet, les inégalités observées dans les situations professionnelles des femmes et des hommes sont organisées autour de 2 principes concomitants qui fondent la division sexuelle du travail. Tout d'abord, un principe de séparation qui spécifie les travaux des hommes de ceux des femmes. Cela fonde la définition des métiers typiquement masculins et ceux typiquement féminins. Et cela définit également la distinction des compétences masculines et des compétences féminines. À ce principe de séparation s'ajoute un principe de hiérarchisation qui postule que le travail de l'homme vaut plus que le travail de la femme.
Ainsi, les compétences requises correspondant à un profil de genre masculin seraient mieux évaluées et mieux rétribuées que les compétences requises correspondant à un profil de genre féminin. Et les fonctions les plus prestigieuses se verraient requérir davantage de compétences masculines que de compétences féminines. Ces modèles statiques ont toutefois le mérite de donner une lecture, même partielle, de l'adaptabilité à la situation de travail, de façon plus facilement applicable que ce que nécessitent les modèles dynamiques, qui, eux, par contre, permettent une prise en compte plus complète de ce qui est nécessaire à la prédiction de la performance en situation de travail. Notons enfin que le recours massif à ce type de modèle statique de la compétence permet également aux décideurs économiques et politiques de mettre en place un système d'observation des situations de travail et d'évaluation de la performance centré sur l'individu, dans le cadre d'une approche essentialiste de la compétence. De cette façon, ce type de modèle permet d'expliquer l'échec du déroulement de l'activité en situation de travail par des facteurs dispositionnels contenus dans la catégorie fourre-tout des savoir-être. Ce modèle statique tend à être dépassé par une modélisation dynamique de la compétence. Dans cette approche, la compétence est avant tout un processus et pas un trait dispositionnel. La compétence se décline alors en termes d'actions qui vont se combiner pour mobiliser les ressources nécessaires à l'adaptation efficace à la situation de travail. Ainsi, la compétence intègre un savoir-agir et un savoir combiné, car les savoirs ne s'additionnent pas les uns les autres, mais se combinent. Il s'agit alors de savoir mobiliser des ressources en termes de connaissances, capacités, attitudes, de les sélectionner et de les organiser pour permettre une action efficace et donc de compétences. Le principal théoricien de cette approche est Le Botterf, qui propose également de distinguer compétences réelles et compétences requises. La compétence requise est celle qui est référencée dans les référentiels de compétences. La compétence réelle est celle qui est construite et évaluée au niveau des personnes en situation de travail. Mais elle reste difficile à cerner car elle demeure inobservable directement, elle est simplement inférée de la performance. La compétence réelle serait une façon de s'y prendre adaptée à la situation. Il s'agirait d'une disposition à agir dans une famille de situations qui est particulière à chaque personne. Enfin, la compétence en situation de travail doit rendre compte d'une double dimension, à la fois individuelle et collective. Un travailleur pourra agir avec compétence s'il peut mobiliser ses ressources individuelles, mais aussi les ressources de l'organisation de travail. En ce sens, c'est dans l'analyse des situations de travail que l'on doit mettre à jour la façon de s'y prendre des travailleurs en contexte. De même, le travailleur compétent est celui qui est capable d'une action efficace en situation et qui sait comment il rend cette action efficace. La réussite n'est pas due au hasard ou au tâtonnement incertain, mais bien à une combinatoire qui articule un savoir agir, un pouvoir agir et un vouloir agir. Cette dernière modélisation, en termes de savoir, pouvoir et vouloir, permet d'intégrer dans le modèle de la compétence des dimensions liées à des facteurs tels que la motivation, l'implication ou l'organisation du travail. Ainsi, dans le secteur public et dans la fonction publique territoriale en particulier, la compétence est un espace de négociation de ce qui doit être évalué et de ce qui doit être valorisé de façon contextualisée. Or, nous avons pu constater dans notre étude précédente portant sur la représentation sociale de la réussite professionnelle que le recours à la notion de compétence en lien avec l'idée de réussite professionnelle est lié également à des caractéristiques d'appartenance à un groupe de sexe, d'identification aux stéréotypes de genre et d'environnement professionnel connoté de façon féminine ou masculine selon les filières d'emploi. Il semble donc que cet objet complexe, porteur d'enjeux sociaux, soit un bon candidat à une approche théorique qui articule représentation sociale et catégorisation sociale. Pour présenter brièvement nos résultats, retenons que nous avons montré l'existence d'une représentation sociale structurée de la compétence auprès d'une population de managers des collectivités territoriales et auprès d'étudiants en sciences de gestion autour d'une notion consensuelle de connaissance. Femmes et hommes managers se distinguent selon leur concept organisateur de la compétence. Un savoir lié à la formation pour les femmes, une connaissance liée à l'expérience pour les hommes. Si la compétence semble être une caractéristique innée à développer par l'expérience pour les hommes,
et un facteur acquis par la formation pour les femmes, nos résultats montrent paradoxalement que selon les femmes, les différences sexuées dans l'exercice des compétences managériales sont attribuées à des causes innées, alors qu'elles sont attribuées à des causes acquises par les hommes. Ainsi, il y aurait une inversion de la polarisation de la dimension binaire fixiste incrémentielle, selon la définition de Bandura, entre les femmes et les hommes managers, selon que l'on s'intéresse à la compétence comme un construct global ou à la compétence comme une agrégation de compétences spécifiques qui, elles, vont intégrer les stéréotypes de genre et les rôles sociaux sexués. Rappelons aussi le résultat important que nous avons pu mettre en évidence auprès des managers. L'évocation du savoir-faire en association à la compétence montre que les femmes se positionnent en évaluées par l'expression d'une norme de comportement, alors que les hommes se positionnent spontanément en évaluateurs par l'expression d'une norme de jugement. De plus, sexe et genre se combinent pour générer des effets d'interaction sur la notion de disponibilité associée à la compétence. Un ajustement congruent avec le niveau hiérarchique, c'est-à-dire homme-manager et manager homme ou femme de genre masculin et androgyne, est lié à la science de la notion de disponibilité qui va constituer une norme de jugement pour les hommes. A l'inverse, les normes de jugement des femmes managers renvoient à des choix d'orientation de leur activité par l'évocation des notions d'implication et d'investissement. Ces derniers résultats montrent l'importance des modalités de conciliation entre les sphères de vie dans le cadre de l'évaluation de la compétence des agentes et des agents. Nous nous intéressons plus spécifiquement à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle dans notre dernière vidéo. Quand j'étais gosse, je rêvais de tout, de pouvoir voir de près la lune, de gambader un peu partout, de voir ce qui se cache derrière les dunes. J'ai même rêvé d'être agriculteur.